Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est à nos côtés, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir et bienvenue Jean-François. Bonsoir à tous. Raphaël Thuin nous accompagne également, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et Stéphane Déo est également en notre compagnie, gérant senior chez Eleva Capital et membre également de l'association L'Éco Avenir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Un mot peut-être du risque géopolitique qui remonte depuis hier. Alors la séance d'hier a permis de remettre un prix sur cette résurgence de tensions entre les États-Unis et l'Iran. Les choses sont assez modérées et se calment d'ailleurs aujourd'hui, notamment sur le front du pétrole, Stéphane. Mais quand même, c'est une piqûre de rappel que ce conflit spécifique n'est peut-être pas totalement terminé, avec un accord ou un protocole d'accord qui sans doute laisse des failles ouvertes entre les États-Unis et l'Iran, pour dire le moins. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce risque spécifique autour du Golfe et d'Ormuz, partant des leçons qu'on a pu tirer également des 3 mois ou 3 mois et demi de conflit de fin février à mi-juin, qui n'ont pas vu le pétrole aller notamment dans des territoires extrêmes, c'est-à-dire au-delà des $150, Stéphane. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose que je trouve intéressante, c'est la réaction du marché. Donc, ce cher Donald dit qu'il va bombarder l'Iran une fois de plus. Le Nasdaq perd 1,5, un peu plus sur la nouvelle. 2 heures plus tard, on était quasiment à zéro. Et on a fini dans le vert, je crois même. Oui, on finit dans le vert. On revient à zéro et puis on montouille gentiment et on finit dans le vert. Donc l'impact de Trump maintenant, c'est quelques heures seulement. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme une démonétisation de la parole de Trump. Au début, on réagissait beaucoup, les marchés. Ensuite, les marchés étaient plus dubitatifs. Là, on revient très très vite. Donc ça, c'est la réaction immédiate. Là, je parle des quelques heures. Le problème plus fondamental, c'est que, à mon avis, le pétrole est beaucoup moins une variable géopolitique qu'il ne l'a été il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Je vous aurais dit le pétrole à 110 il y a 30 ans. C'était récession, il n'y avait pas de négociation, on partait en récession, c'était évident. Là, on a tapé 120 et finalement, l'économie a pas mal résisté. Si vous regardez le marché du pétrole, c'est à la louche, c'est 100 millions barils jour. C'est un peu plus, mais bon, on va faire 100 millions pour arrondir. Ormuz, c'est à peu près 10 millions de barils jour. Vous fermez Ormuz, il y a des solutions de rechange. En particulier, il y a un oléoduc qui permet de Est-Ouest, qui permet d'exporter à peu près 5 millions. Donc, net, on a perdu à peu près 5 millions de barils jour. Alors, évidemment, c'est pas bien. Évidemment, ça pénalise la croissance. Évidemment, ça fait monter les prix du pétrole. Mais on s'aperçoit que l'économie, finalement, arrive à tenir avec cette chose-là. Donc, si vous ne détruisez pas les capacités de production dans le Golfe, parce que là c'est vraiment une autre histoire, oui, bien sûr. mais on en est très très loin. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que fermer le détroit d'Ormuz n'aura plus d'impact. N'a pas d'impact. Mais vous voyez, c'est toujours pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Et il ne faut pas mettre le curseur sur récession absolue. C'est juste quelque chose qui, à mon avis, est absorbable. Et alors, il y a un autre élément, moi, qui m'étonne beaucoup. C'est que tout le monde disait, quand on va réouvrir Ormuz, le prix du pétrole va baisser, mais il y a de telles pénuries, il faut reconstituer les stocks, on va aller à 80, mais on ne va pas pouvoir baisser plus bas. En fait, on est passé à 70, très vite. Je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que le pétrole revient beaucoup plus vite que ce qu'on attendait, parce que, pour tout un tas de raisons techniques qu'on peut expliquer, mais il y a un autre sujet, c'est que, alors je ne peux pas vous prouver ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une destruction de demande. C'est-à-dire que les pays en ont un petit peu marre d'avoir un choc pétrolier. En Asie notamment. Exactement. Et donc ça accélère la sortie du pétrole. Alors pour l'anecdote, les immatriculations en Europe ont montré qu'il y a beaucoup plus de ventes d'électriques maintenant sur les automobiles. Alors ça, évidemment, c'est pas ça qui a changé, parce que c'est pas un mois d'immatriculation qui change la donne. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en termes de demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui disent on va faire tout ce qu'on peut pour être moins dépendant du pétrole. Alors ça, je ne peux pas vous le prouver, parce qu'il faut plusieurs mois de données pour vérifier que c'est le cas. Mais on a vu exactement... On regarde quand même les taux de pénétration des véhicules électriques dans le monde, ou sur des marchés comme la Chine. Sur la Chine, on comprend effectivement que la croissance de la demande de pétrole va être sans doute
impacté structurellement par la cette Chine, transition. Ça fait de mémoire 3-4 ans que la consommation de diesel baisse de manière très nette chaque année. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc même si le trafic d'Ormuz, là, au moment où on se parle, semble-t-il, est revenu quasi à zéro du fait de cette résurgence des tensions, vous dites... On a appris que l'économie pouvait gérer en tout cas cette situation au moins pour un temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc les marchés se disent de toute façon Trump veut un deal. Donc ce ne sera jamais linéaire, il y aura toujours des... etc. Voilà. Mais si c'est quelques jours de bombardement, c'est, d'un point de vue purement financier, d'un point de vue purement de marché, ça ne suffit pas à dérailler l'histoire, en fait. C'est ça, pour vous, la leçon de ces 3 mois et demi de crise du Golfe, Jean-François? Ou est-ce qu'il y a quand même toujours un risque physique? Parce que c'est vrai qu'alors, évidemment, tous les experts ont été pris un peu à défaut. Le pétrole devait aller à 150, 200, peut-être pas chez vous, Jean-François, vous me corrigerez si je me trompe. Mais c'est vrai que le facteur temps a été aussi un facteur qui aurait pu jouer, peut-être. 1 mois ou 2 mois de plus du blocage d'Ormuz, peut-être que là, on arrivait effectivement à des phénomènes de pénurie physique qui pouvaient envoyer les prix physiques à des niveaux inconnus, entre guillemets. Oui, complètement. Là, ce qui a permis, en fait, finalement, d'avoir un choc très limité, encore une fois, dans les prévisions du FMI, dans nos prévisions, on se retrouve avec une croissance mondiale autour de 3% cette année. Il n'y a pas de quoi... la moyenne des 10 dernières années, on était à 3-4. Bon, OK, c'est pas un énorme choc. Et pourquoi c'est pas un énorme choc? Stéphane l'a bien dit. Ce choc-là, il est quand même en ampleur. On détruit, il y a 10 millions de barils jour qui ne passaient pas, supprimés. En 73-74, c'est 4,5 millions de barils supprimés. Donc c'est quand même un choc qui est quand même largement supérieur. Simplement, il y a 2 choses qui ont permis d'absorber ce choc. La première chose, c'est qu'on a des économies, typiquement si vous prenez l'économie européenne, qui, pour faire une unité de PIB, a besoin de 3 fois moins d'hydrocarbures que dans les années 70. Donc c'est le fameux plan électrique, plan Mesmer, etc. On a construit des centrales, on n'a pas de pétrole mais des idées, on a commencé à être économe, on a changé de monde de 73-74, ça dure 4 ans. Donc après, il y a 79, il y a un certain nombre de crises qui s'enchaînent et on change de modèle. Donc la première chose, c'est que les économies sont beaucoup moins dépendantes du pétrole. Ça a été dit, formidable accélération côté demande aussi de l'électrification. Donc en fait, là où on a détruit de l'offre, on a compensé ça comment? Par 2 effets. Un, de la destruction de demande. Alors le chiffre que nous on a, c'est 5 millions de barils jour de destruction, en particulier en provenance d'Asie. Typiquement, le premier importateur du monde de très loin de pétrole, c'est la Chine. 50% de ses importations venaient du Moyen-Orient. C'est un pays qui importait 12 millions de barils jour. Ils sont baissés à entre 7 et 8 millions de barils jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? En fait, qu'est-ce qu'on voit pendant ce temps-là? C'est qu'ils ont quand même une croissance sur le trimestre glissant autour de 8%, les Chinois. Donc, grâce notamment à l'industrie, aux manufacturiers, aux exportations. Donc, ça ne laisse pas du tout penser que c'est un pays qui a ralenti. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Fondamentalement, c'est un pays qui a tiré dans ses réserves. Ils avaient 1,5 milliard de barils de réserve. Les États-Unis, c'est 400 millions. La relâche qui a été faite suite à la demande de l'IEA, c'était 400 millions. Donc les Chinois, énormes réserves, ils ont un peu tiré dessus. Nous, on refinance des réserves. En fait, ce qu'ils font, c'est des réserves privées, mais pas du tout publiques, qui ont été tirées. Donc, ils n'ont pas tant que ça tiré. En revanche, qu'est-ce qui se passe en Chine? Ça a été dit. Une énorme accélération de l'électrification, pas seulement de l'automobile et des transports. Alors les transports, on est à 70, mais là, il faut regarder au niveau mondial. Quand vous regardez les chiffres en Europe de vente de voitures, le diesel s'écroule, l'essence s'écroule, et sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes de voitures électriques en Europe, c'est plus 50%. Les ventes de voitures électriques dans le monde, donc j'inclus l'Inde, l'Afrique, etc. L'année dernière, il y avait une voiture neuve sur 4 dans le monde qui était vendue, qui était électrique. Cette année, jusqu'à fin juin, c'est 1 sur 3. Il y a eu 12 voitures thermiques de vendues en Norvège en 2025. Donc, on bascule dans un autre monde. Et donc là, on appelle ça le pivot. Habitants, mais quand même. Mais n'empêche pas. Non, mais bien sûr. Les Stellantis qui freinaient des cas de fer pour des trucs, là, qu'est-ce qui se passe? C'est x6 les prises de commande. Renault, avec sa R5 qui passe au 3.8, qui est en train d'augmenter x2 ses lignes de production électrique. Et on nous disait que c'était pas ça le futur. Bon, c'est terminé, quoi. On a une espèce de basculement énorme côté demande. Et donc, je termine là-dessus. Mais ça veut dire que pourquoi le pétrole, là, il y a de nouveau une escalade et on ne bouge pas des $76. On revient sur une situation encore pire ou meilleure qu'avant, de excès
de pétrole par rapport à la demande, première chose. Et deuxièmement, pourquoi elle est sans doute meilleure qu'avant ? C'est qu'entre-temps, il s'est passé des choses géopolitiques incroyables. C'est que vous avez des nouveaux pays producteurs de pétrole. Je pense au Nigeria, je pense à la Guyana, je pense à la Libye. C'est des pays qui produisent du pétrole au plus haut depuis 2013, 2 millions de barils jour. Ils n'ont jamais fait ça depuis plus de 10 ans. Et en plus de ça, vous avez les Émirats qui vous disent « Moi, les gars, je sors de l'OPEP. » Et l'OPEP est peut-être en train d'exploser. Je passe de 3, 4 à 5 millions de barils jour, etc. Donc plus de pétrole qu'avant. Et tout ça compense l'idée qu'il va falloir quand même refaire les stocks et les réserves dans lesquelles on a puisé pendant 3 ou 4 mois. Les stocks du monde, tout le monde a dû dire le pays qui s'en est le mieux sorti de tout ça, c'est la Chine, parce qu'ils avaient des réserves stratégiques énormes. Moi, j'étais avec le vice-gouverneur de la Banque du Japon qui me disait que 90% du pétrole qu'ils importaient le Japon, ça venait du Golfe. Eux, ça allait. Ils avaient 4 mois de réserve. Mais évidemment que là, ils se disent... les réserves japonaises, elles ont chuté comme une pierre. Voilà. Pour donc, le coup, eux, typiquement, ils se disent, là, les gars, moi, il faut que je reconstitue. Et c'est ce que me disait mon analyste. Vous savez que Natixis sont le meilleur analyste de pétrole du monde. Donc, pour les 3 dernières années, merci. À lui. Donc, arrêtez de dire les banques américaines, il disait les banques françaises. Et donc, qu'est-ce qu'on lui disait ? Ça ne mangera pas de $90, cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de pétrole par rapport à la production. Et là, en plus de ça, vous avez la course à l'échalote et vous avez les Émirats, vous avez l'Arabie Saoudite. Ils réexportent 85% de leur production. Là, c'est pareil. Donc même en cas à nouveau de blocage d'Ormuz... ça a été on ne devrait pas revivre le même niveau de stress. Ça passe par Yanbu, ça part par les pipes. Les Émirats nous disent que dès 2027, ils auront un nouveau pipe. Donc le Hormuz ne servira plus à rien. Donc on est tous en train d'acheter un peu l'histoire que ce truc-là est un épiphénomène. Il était évident qu'on ne passerait pas de la paix de la guerre à la paix. Il y a toujours des soubresauts. Moi, je crois vraiment que l'Iran aurait mauvaise grâce de ne pas accepter cet accord où c'est le gagnant intégral de tout ça. Ils sortent renforcés comme puissance locale. Ils veulent juste accepter le fait qu'ils aient un droit de passage sur le détroit. Donc tous ceux qui passent côté Oman, on les bombarde. On est dans cette petite dernière négociation. Trump, il n'a qu'une envie, c'est de repartir au Danemark et au Groenland. Donc on va vite passer à une autre crise, mais ce sera plus celle-là. Commentaire sur la situation, s'il y a des choses à compléter, Raphaël. Et puis, ça permet aussi quand même de reparler du secteur de la défense et de l'armement. Vous avez beaucoup écrit là-dessus chez Tikeo ces derniers temps. La maison Tikeo Capital, que ce soit en côté ou non côté, est très investie évidemment dans le soutien au secteur de la défense en France et en Europe. Alors évidemment, sur le plan boursier, c'est un secteur qui a connu une paire d'années assez incroyables, 2024, 2025 au moins, et peut-être depuis 2022 et le conflit en Ukraine. Mais c'est vrai que sur le temps des 6 premiers mois de cette année 2026, c'est quand même un secteur qui a accumulé pas mal de retard en bourse, Raphaël, dans un contexte, on vient de le décrire, où la géopolitique reste quand même un facteur important pour la macroéconomie et la course du monde. Qu'est-ce qui explique que ce secteur soit un peu tombé en défaveur et quelle analyse vous en faites chez Tikeo ? Effectivement, c'est un vrai facteur de marché cette année. Ça a beaucoup surpris. La défense a beaucoup sous-performé en Europe. Alors, il y avait eu 230% de performance sur les 3 dernières années. Donc, on part d'un point élevé, évidemment. Et donc, il y a une forme de consolidation. Les gens étaient devenus très longs défense, des prises de profit. Tout ça est assez naturel. D'ailleurs, on se satisfait de voir que le positionnement s'est pas mal normalisé dans la période. On a vu aussi beaucoup de questionnements autour de l'évolution de l'art de la guerre. Vous avez la guerre 2.0. Dans quelle mesure cette guerre 2.0, elle pouvait être aussi prise en compte par ces grands donneurs d'ordre européens qui ne sont pas nécessairement traditionnellement positionnés sur les drones, les radars, l'IA, les satellites. Donc ça aussi, ça a nourri cette réflexion. On sait fabriquer des chars et des missiles, mais est-ce que ce sont encore les instruments de la guerre de demain ? C'est la question. Exactement. Et ça a créé pas mal d'anxiété autour de cette thématique défense. Et donc ça a créé effectivement, beaucoup de sous-performances, y compris d'ailleurs stock par stock, action par action. Vous voyez Rheinmetall qui a une performance dramatique depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un peu la question pour le second semestre. Est-ce que cette consolidation est terminée ? Est-ce que c'est un bon point d'entrée à un moment où les valorisations ont baissé ? Et dans quelle mesure, effectivement, on pourrait imaginer une reprise de cette tendance long terme ? C'est vrai que quand on soulève le capot et qu'on regarde les fondamentaux de ces entreprises, quand on regarde les carnets d'ordre, quand on regarde la profitabilité et les marges qui continuent d'augmenter, on a du mal à réconcilier les mouvements récents. Et c'est vrai qu'au-delà du positionnement, on a du mal à complètement valider la thèse d'une fin de cycle et d'une
d'une remise en cause des fondamentaux. Donc nous, on est plutôt tendance à en remettre aujourd'hui. Il faut être un peu plus sélectif qu'on était. Là où initialement la marée montante avait soulevé tous les bateaux, on se rend compte qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y a aussi une thématique d'exécution de ce carnet de commandes qui est très forte. Aujourd'hui, la problématique, c'est pas tellement avoir de la demande, mais c'est plutôt savoir y faire face, être en capacité de produire, d'augmenter les cadences. Et il y en a qui y arriveront et d'autres qui n'y arriveront pas. Donc voilà, plus de sélection de valeur, mais globalement, oui, la défense aujourd'hui, on trouve ça attractif. Ouais. Le point sur l'exécution, c'est-à-dire le risque d'une crise de croissance des carnets de commandes avec une base industrielle, technique de défense qui serait pas capable d'assurer effectivement la livraison de l'exécution et la livraison de ces commandes. Donc ça mérite une analyse fine, vous dites. Puis il y a quand même aussi la question de la commande publique. C'est-à-dire que ce sont des budgets de commande qui dépendent en grande partie des budgets publics dans des pays où les contraintes, alors en fonction des pays, sont différentes, mais la contrainte budgétaire, elle est quand même assez globale aujourd'hui. Et puis, derrière la commande publique, il y a de la volatilité aussi. On l'a vu avec l'exemple de Rheinmetall, si je ne veux pas dire de bêtises, qui devait recevoir une commande importante, historique, pour des frégates de la part du gouvernement allemand, qui a finalement choisi un autre acteur allemand, en l'occurrence, certes. Mais pour l'actionnaire de Rheinmetall, ça n'a pas été une bonne nouvelle. Non. Alors la commande publique, là aussi, c'est vrai. Il y a énormément de commandes publiques, des budgets, des déploiements budgétaires qui sont faramineux. Donc on s'inquiète tous du fait qu'il n'y en a pas assez, que ça ne va pas assez vite et que les Américains dépensent plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des problématiques de commande. L'industrie ne peut pas y faire face. Alors ça a été une déception. On sait que l'Allemagne est en retard sur son déploiement. Elle devait déployer 120 milliards cette année. Elle sera probablement plus proche de 80. Donc tout ça nourrit cette espèce de scepticisme. Soit 2 fois le budget militaire français d'équipement, quand même. C'est décevant, mais bon. On fera avec. Mais la vraie thématique pour ces entreprises, quand vous leur parlez, c'est qu'elles doivent mettre en cadence toute une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement fractionnée. En France, c'est la fameuse BITD, la base industrielle et technologique de défense, qui est composée de petites entreprises qui vont fabriquer ici un écran, ici un train d'atterrissage, ici un ventilateur, et qui doivent faire face à cette hausse de commandes et qui a besoin du capital pour ce faire. Dassault le résume très bien. Dassault, il se présente comme l'architecte du futur. Alors, Dassault, il sous-traite 80% du Rafale. Il sous-traite à toutes ces petites PME, pour la plupart françaises. C'est 5000 entreprises, peut-être, qui participent à la construction du Rafale, si je ne dis pas de bêtises, Raphaël. Absolument. Ouais. Et donc, le point d'achoppement, si on doit avoir un point de réserve sur la thématique défense, de notre point de vue, ce n'est pas une thématique de commande, ce n'est pas une thématique de transition technologique, parce qu'elles sont à la pointe de cette transition, on le voit à travers des mouvements de consolidation, de M&A, etc. C'est une thématique de mise en cadence de cette chaîne d'approvisionnement, chose dans laquelle on investit beaucoup chez nous, vous le savez, beaucoup de private equity, plus de 2 milliards déployés sur ces stratégies, et là on voit les besoins, on sent l'importance et l'anxiété finalement des donneurs d'ordre à les voir arriver, ces capitaux. Mais donc ça se joue mieux dans nos côtés que dans le côté, ou pas, Raphaël? Je vous mets un peu en porte-à-faux. Non, mais... C'est complémentaire. C'est complémentaire. Il y a de la valeur sur les deux, mais effectivement, sur le côté, il y a beaucoup de valeur. On voit des entreprises en hyper-croissance. On parle des croissances de chiffre d'affaires de 10-20% pour beaucoup de ces entreprises-là. Des marges aussi qui explosent. Et au lieu de payer 25 fois les earnings, vous payez 10. Maintenant, c'est une petite boîte avec monoclient, monoproduit. Le risque n'est pas le même. Le niveau de risque n'est pas le même. Mais la capacité aussi de croître dans cet environnement est gigantesque. Si on se concentre sur l'univers européen, le thème de la défense, alors lié à l'autonomie stratégique, la souveraineté, mais c'est une thématique solide. Ça donne envie d'être exposé, d'être investi en Europe. Stéphane ? Moi, j'ai 2 problèmes pour apporter un petit bémol à ce que tu disais. Le premier, c'est les budgets publics, parce qu'on commence déjà à avoir des coups de rabot par-ci, par-là. Donc en fait, ce qu'on achetait aussi avec la défense, c'est une très très forte visibilité. Parce qu'en général, c'est des plans à plusieurs années, voire à 5 ans, à 10 ans. On confirme les budgets sur la défense quand même. Oui. La montée en puissance au sein de l'OTAN, elle se confirme quand même sommet après sommet. C'est indubitable et on va très certainement arriver à 3% du PIB et des vrais 3%. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on trichait un petit peu. Il y avait les fonds de pension qu'on rajoutait dans la défense en disant non, mais c'est quand même de la défense. Bon.
Là, c'est des vrais 3%. Donc oui, très clairement. Par contre, d'une part, il y a une remise en cause de certains budgets, petit à petit. En Allemagne, c'est le cas. Ça se déploie moins vite, de manière moins efficace. Donc finalement, on s'aperçoit que oui, il y a beaucoup plus de visibilité que dans la tech ou les biotechnologies ou je ne sais pas quoi, mais il y a moins de visibilité que ce qu'on pouvait penser. Donc c'est plus le même PE. Et le deuxième problème pour moi, c'est plus la technologie. C'est-à-dire que c'est le problème Rheinmetall qui doit produire des frégates, et puis on s'aperçoit que finalement on a besoin d'un autre type de frégate, que les tanks, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un expert, mais apparemment l'espérance de vie d'un tank sur un champ de bataille, ça se mesure en quelques minutes. Oui. Non, mais oui, donc il vaut mieux pour quoi, entre guillemets, mais ouais, donc il vaut mieux avoir des drones que des tanks. Rheinmetall, c'est des tanks. Donc il y a une vraie question, et on le voit sur, en particulier les small caps. Il y a certaines small caps. Il y en a une, nous, qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle Theon. Oui. Qui fait des instruments de vision nocturne, par exemple. Est-ce que dans 5 ans, vous aurez des militaires qui se battront la nuit ? Je ne sais pas. Donc peut-être que le business model aura disparu complètement, et peut-être pas. Et donc vous voyez, il y a tout un niveau d'incertitude qu'on a peut-être sous-estimé avant. Et donc, ouais, il faut être sélectif. Je vous passe la parole. Beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait il y a 6 mois. Je vous passe la parole dans un instant, mais justement, sur l'évolution de la guerre, pour dire les choses simplement, évidemment que ces boîtes-là en ont conscience, mais j'ai encore en tête le patron de Rheinmetall qui, parlant des Ukrainiens fabriquant des drones dans leur cuisine, les traitait de fabricants de Lego. C'était il y a quelques mois. Ils ont quand même conscience qu'il va falloir aussi innover, être agile, être capable de changer peut-être des chaînes de production très lourdes, destinées à construire des chars, des missiles, des tanks, etc., vers des objets et des instruments complètement nouveaux. Absolument. Et c'est une problématique existentielle, soyons clairs. Et c'est pour ça qu'on a raison de parler de sélectivité. Là, on est sur une thématique d'exécution. Il y a ceux qui arriveront à se positionner sur ces nouvelles technologies. À pivoter. Et probablement qui rafleront le gâteau. Et puis, il y a les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une forme d'exubérance, en tout cas d'hyperactivité autour de ces thématiques, de partenariat, de M&A. Enfin, on a une annonce par semaine d'un de ces grands groupes qui rachète la nouvelle pépite, la nouvelle start-up. Donc, c'est Exail par Thales, au final. Thales, on a plusieurs entreprises dans les portefeuilles qui sont aussi soit courtisées, soit rachetées. On a eu Preligence qui a été racheté par Safran, qui fait de l'analyse IA de satellitaire, qui est devenu le département IA de Safran. Il y a des annonces tout le temps. On voit même des industriels de hors défense qui se mettent aujourd'hui sur le créneau. On pense en particulier aux autos. Les autos, elles ont plus de croissance, elles ont plus de marché. Et elles voient juste à côté, un marché qui a l'air de très bien marcher. Donc on sait que Renault, par exemple, se met au drone. Tout ça à travers des partenariats. Donc elles sont hyper actives. La liste est longue de ces exemples. La question, c'est qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui ne va pas rester, sur quoi se positionner. Ça va très très vite. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y aura des gagnants et des perdants. Jean-François, vos réflexions sur... Je crois, moi, que c'est vraiment une méga trend qui s'impose avec Trump, mais pas seulement, avec le monde qui est plus multilatéral, mais on passe du rule of law, rule of war, quoi. Là, on sent qu'on est dans un monde qui bascule dans un truc géopolitiquement très dangereux. Donc, je pense que c'est une thématique à jouer. Moi, la petite bémol ou je trouve assez positif quand même la séquence qui se passe là quand même depuis 6 jours. 6 jours, on a quand même confirmation de la hausse du budget militaire français de 36 milliards. Donc, ça veut dire que le budget, la loi pluriannuelle sur d'équipement militaire français, on passe au-delà des 450 milliards d'euros pour le budget militaire français. C'est-à-dire que là, cette année, à la fin de l'année, on sera au double du budget militaire de 2015. Donc c'est quand même, on passe dans un autre truc quand même. Les Allemands, on nous dit qu'ils ralentissent. Moi, je veux bien, mais là, quand même, cette semaine, ils nous confirment qu'ils seront à 180 milliards. Ils sont à 109 milliards cette année. Ils ont 55 milliards de budget d'équipement cette année, les Allemands. Ils passent à 109 milliards, donc budget de défense cette année. Là, ils viennent de confirmer dans leur plan budgétaire de la coalition qu'ils seront à 180 milliards en 2027. C'est-à-dire qu'ils seront à 3,5% de dépenses sur le PIB avec 6 ans d'avance, les Allemands. Donc voilà. Là, vous avez ensuite l'OTAN. Donc c'est pas évident de déployer, mais ça se déploie quand même. Ça se déploie quand même assez vite. Là, on en parle tous de Rheinmetall qui a son petit truc, mais dans le même temps, vous avez 12 sous-marins qui ont été commandés par les Canadiens aux Allemands. Vous parlez à frappier du Rafale, il a des commandes de partout. Moi, je pense qu'il y a un moment en plus de ça qui vient, avec l'OTAN qui confirme quoi, que les États-Unis disent que l'OTAN est mort, qui veut s'en retirer, qui va nous annoncer dans les 6 mois. Vous savez qu'il y a une revue des
troupes américaines en Europe. Ils sont 80 000 aujourd'hui. Oui. Il a déjà retiré 5 000 troupes de Roumanie, 5 000 troupes de Pologne, 5 000 troupes d'Allemagne. Ils se barrent, les États-Unis. Et donc, nous, on doit être à 3,5. Pas dans 5 ans, il faut être très très rapidement là, civis pacem parabellum, donc il faut aller là-dedans. Et donc tout le monde augmente ses budgets militaires, pas parce qu'on a envie, mais parce qu'il faut faire peur à Poutine pour qu'il ne vienne pas nous chercher. Ça, c'est la première chose. Et là, vous avez donc l'OTAN aujourd'hui, cette semaine, qui nous confirme 40 milliards de programmes d'achat communs dans les drones, 40 milliards de programmes d'achat dans les systèmes de surveillance. Moi, je trouve pas du tout qu'on manque de commandes publiques. Je trouve pas ça trop là. Et puis, là-dedans, je termine là-dessus, mais moi je trouve que c'est une énorme séquence justement pour l'Europe. Les Canadiens qui commandent aux Européens, les Indiens qui commandent des Rafales. Pourquoi ils font ça ? Parce que en fait tout le monde se méfie du switch button, switch kill du F-35 américain. Et on verra les États du Golfe. Et si vous commandez un Patriot aujourd'hui, regardez les Ukrainiens, c'est aussi une victoire stratégique. On a l'Ukraine qui est en train de gagner un peu, en tout cas la bataille de l'image, ça c'est sûr. Et ils sont en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Et surtout, ce que je trouve très intéressant dans cette séquence-là, c'est que le monde entier est en train de chercher des alternatives aux États-Unis. Et c'est qui le deuxième plus gros vendeur d'armes du monde après les États-Unis ? C'est pas la Chine, c'est la France. Et le troisième, c'est l'Allemagne. Donc on est en train quand même de basculer. Aujourd'hui, vous la Patriote, c'est 3 ans et demi d'attente. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher des missiles Scalp, vous allez chercher des Mika, vous allez chercher des chars Léopard, parce que quand vous discutez, là, on était à Eurosatory, vous demandez à un général, est-ce qu'il vous faut des drones ou des chars, ou est-ce qu'il faut un nouveau Charles de Gaulle, la France libre ou pas ? En fait, un militaire, mais c'est peut-être son rôle, il vous dit, il nous faut tout. Parce qu'on pensait que la guerre, ce serait plus jamais de l'infanterie. En fait, si jamais les Russes veulent envahir la Pologne, ils viendront quand même avec des Gus, donc il faudra des chars, etc. Est-ce que tout ça va se retrouver dans la croissance ? Alors oui, nous, ce qu'on a fait, on a fait des petits calculs. Nous aussi, maintenant, on a le droit de le dire, on est un gros financeur de la défense. C'était un gros mot. Mais nous, dans le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Natixis, c'est 12 milliards, nous, juste pour dire des petits chiffres, quoi. Donc, les temps changent. Voilà, donc on l'a toujours fait, mais on le disait pas. On va dire les choses comme ça. Mais c'est que, évidemment, on est dans des problématiques de souveraineté aujourd'hui qui s'imposent plutôt que le fait qu'on ait abandonné le SCAF, qu'on soit peut-être pas sûr de pouvoir refaire EADS aujourd'hui sur le plan politique. C'est pas grave. Alors moi je trouve que c'est très dommageable. Vous parlez justement avec Dassault, il vous explique qu'on peut pas être deux architectes sur un chantier et que c'est lui l'architecte, etc. Que les systèmes c'est pour des Airbus, mais etc. Bon, chacun a ses petits sujets. Moi je regrette profondément qu'on continue à avoir 12 systèmes aviation, 12 systèmes là où les États-Unis ou la Russie. Évidemment les économies d'échelle, quand vous êtes 450 millions en Europe, que vous avez un budget militaire 3 fois supérieur à celui de la Russie, c'est un peu dommage de pas foutre les jetons à tout le monde. Et alors là, quand vous parlez à quelqu'un dans le monde, on vous dit que l'Europe, le budget français, allemand, militaire, il est supérieur à celui de la Russie. Je rappelle que le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Italie. L'Espagne, oui. Un peu plus que l'Espagne, un peu moins que l'Italie. Bon, faut arrêter de ne pas penser que l'Europe n'est pas une puissance militaire. On est en train de le redécouvrir. Aujourd'hui, les troupes françaises, et je termine là-dedans, c'est le Stade de France. Il y a 700 000 hommes en ce moment sur le front russe, et nous, l'armée française, c'est le Stade de France, c'est 80. Donc, il y a un moment, il y a aussi une problématique d'hommes. On voit bien que les Ukrainiens remplacent ça par des drones, mais c'est pas où, c'est et. La croissance. Je voulais qu'on parle de la croissance. Alors, il y a non. Alors, un mot rapide, vas-y, Jean-François. Nous, on a fait des calculs de multiplicateurs budgétaires de la défense. Comme maintenant, la défense, c'est de la tech, c'est de l'IA, etc. En fait, le multiplicateur, il n'est pas de 1. Mais ça crante plus ? Ouais, ça crante plus, oui. C'est beaucoup plus intéressant de dépenser dans les nouvelles technologies militaires que dans la retraite à 60 ans. Bon, est-ce qu'on a fini de réviser à la baisse la croissance de la zone euro, là, maintenant que, alors on verra Hormuz, mais maintenant que le choc est passé, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau voir des révisions, parce que là toutes les institutions, FMI, OCDE, mais c'est normal qu'elles agissent avec un peu de retard, mais quand on est dans les marchés, on regarde devant, est-ce qu'on va avoir des révisions à la hausse là ? Alors ce qui est très marrant, c'est que l'année dernière, sur la première moitié de l'année, on a révisé à la baisse très vite, les tarifs, machin. Deuxième moitié de l'année, on a révisé à la hausse tout le temps. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on va nous refaire la même. C'est-à-dire qu'on a révisé à la baisse. Moi, j'ai trouvé que les économistes avaient un peu la main lourde sur la révision, pour les raisons qu'on a mentionnées. C'est que, oui, un choc pétrolier, oui, c'est désagréable, oui, ça a un impact négatif sur la croissance, mais probablement pas aussi fort que ce qu'on attendait. Et là, vous allez vous retrouver... Imaginez que ça s'envenime pas dans le Golfe. Donc, on est passé de 110-120 dollars le pétrole à 70-80. Ça veut dire que votre inflation, mois sur le mois, elle va être négative parce que ça rebaisse. Donc ça veut dire les banques centrales, la Fed et la BCE en particulier, qui ont un peu montré les muscles en disant on va monter les taux, vous allez voir, peut-être, on n'est pas sûr, mais gna gna.
À la rentrée, il va dire finalement, on n'a plus besoin. Du coup, vous avez un assouplissement monétaire, vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages, vous redonnez des marges aux entreprises. Je ne serais pas étonné qu'on ait une deuxième moitié de l'année qui... Donc on peut reprendre le playbook au début d'année, quoi. Alors. Et voilà, exactement. On revient à 1er janvier de cette année. Et entre-temps, du coup, les marchés américains ont très bien performé entre-temps. Oui et non, oui et non, parce que si vous regardez la progression des marchés, à la fois le Nasdaq et le S&P, ça a progressé moins que les attentes de bénéfices. Donc en fait, paradoxalement... La valorisation a baissé depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, Nvidia n'a jamais été aussi peu cher depuis 2019. Oui. 18 fois les profits. C'est moins cher que Hershey, que les Staples et que le Nvidia, chocolat, quoi. Nvidia, c'était 60 fois en 2003. Oui. C'est 15 fois maintenant. Tesco est plus cher. Donc oui, la bulle sur l'IA, non. Il y a peut-être des petits problèmes d'investissement un petit peu trop élevés. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de bulle spéculative, à mon avis, sur... Il faut peut-être être sélectif, parce qu'on parle d'NVIDIA. Moi, je suis complètement d'accord avec NVIDIA. Je le suis moins sur un SpaceX qui perd de l'argent, qui brûle du cash à hauteur de 25 milliards en rythme manuel et qui veut envoyer des gens sur Mars. Un ovni, quand même, pour l'instant. Un ovni, exactement. Voilà, mais moi, j'en ai jamais vu des ovnis. Un poisson volant. SpaceX, on en reparlera. On en reparlera parce que, en fait... vous adhérez au bull case sur SpaceX ? Ah ouais ? Ouais, parce que... En fait, pour envoyer 1 kilo dans l'espace, il y a 10 ans, c'était $20 000. Là, c'est $2 000. Donc, vous avez énormément de business models qui n'étaient pas du tout viables. Mais les orbites basses, j'ai l'impression que il y a un vrai truc autour du modèle. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, avoir un chiffre d'affaires... Bezos vient de lever de l'argent là-dessus. Avoir un chiffre d'affaires qui fait x2, x3 chaque année jusqu'en 2030, c'est tout à fait possible. Alors, le contre-argument, c'est mais regardez, Tesla, ça n'a jamais gagné d'argent. Alors, Tesla, il faisait des voitures... C'était pas les seuls au monde à faire des voitures. SpaceX, c'est les seuls. Donc, ils vont pas avoir les mêmes marges que Tesla. Donc, sur SpaceX, il faut surtout... Il y aura un moment une forme de concurrence entre milliardaires. Ils ont pris de l'avance. Oui. Non, mais... Pour rattraper... c'est lui qui est capable de ramener des lanceurs sur Terre aujourd'hui. Il y aura peut-être 2 ou 3 lanceurs, mais il n'y aura pas 50 producteurs de voitures comme avec Tesla. Donc, on peut très bien... Donc, sur SpaceX, moi, je ne jetterai pas le truc aussi vite. Le chiffre d'affaires va exploser. Enfin, c'est un truc... Ça, c'est quasiment fait. Et après, si vous mettez des marges, vous justifiez les valorisations. Donc, moi, je suis... Observateur. Oui, observateur. Je ne jetterai pas le bébé. De SpaceX. Je ne jetterai pas le bébé. Mais pour revenir à la croissance macro, comment ça se joue là en deuxième partie d'année ? Ça se joue à travers quoi ? L'Europe, le cycle, on reprend du cycle dans les portefeuilles ? Oui, on va voir la saison des résultats. Vous l'avez dit, qui commence là. On va avoir les banques la semaine prochaine. Et puis après, l'avalanche qui va suivre. A priori, la saison devrait être relativement bonne. Et derrière, oui, c'est du cycle. Il y a des valeurs de conso qui ont beaucoup souffert. Nous, on revient petit à petit sur ça. En particulier aux États-Unis, il y a un effet richesse qui est une fois de plus stratosphérique. Et pour les actionnaires et les salariés de l'IA. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Ouais. Et pour tous les ménages qui ont des actions, c'est-à-dire à peu près tous les ménages américains, puisqu'ils ont des fonds de pension. Il ne faut pas oublier ça. En France, 10% de l'épargne française est investie en actions. Aux États-Unis, c'est 35-40%. Donc, vous n'avez pas le même effet richesse. C'est quoi les vues maison chez Tikehau Capital sur les enjeux de la deuxième partie d'année et aussi la question de la diversification, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver des relais, la question que je pose en ce moment, est-ce qu'il y a de la vie en dehors de l'IA ? L'idée pas du tout de jeter le thème de l'IA à la poubelle, mais de se demander quand même déjà quelle est la température du thème, chaud, un peu, beaucoup, trop, et est-ce qu'il y a de la vie en dehors de l'IA ? Est-ce qu'il y a d'autres moteurs de performance sur le plan boursier ? Et est-ce que ça amène de la diversification ? Ou est-ce que c'est de plus en plus dur de trouver de la diversification dans un monde ou un moment où la technologie d'IA se diffuse aussi partout à travers différents secteurs et industries ? D'un point de vue général, on aime bien le marché. Difficile d'être trop exigeant. Il y a beaucoup de croissance de bénéficiaires. Les valorisations sont un petit peu revenues. On a peut-être atteint un point d'inflexion sur les prix de l'énergie, sur les taux d'intérêt. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui militent en la faveur d'une bonne fin d'année.
évidemment des points d'attention. On va déjà regarder cette saison des résultats, pas tellement qu'on soit inquiet sur sa qualité, à peu près tous au clair sur le fait que globalement les entreprises se portent bien. On aura probablement 2 chiffres de croissance bénéficiaire cette année, peut-être plus de 20% aux États-Unis, on verra. Ouais. Mais plus sur la réception du marché vis-à-vis de ces annonces. Où à la différence de Q1, qui avait été un très bon trimestre, mais pour le coup, où le scepticisme était plus grand et le marché s'est un peu fait surprendre, on peut imaginer que là où le S&P est maintenant 1000 points plus élevé, on est un peu plus d'anticipation de cette bonne saison de résultats et la barre est plus haute. Donc c'est un Samsung dont les bénéfices vont faire x20 quasiment et qui se prend en réaction de marché à un moins 10%. Quoi. Et ça a été un coup de semonce un petit peu Samsung. Ça a été des très beaux résultats. Ils ont même fait un peu mieux que ce qu'on attendait et malgré tout, l'action s'est fait punir. Ouais. Donc est-ce que c'est un petit peu avant-coureur de ce qui va nous attendre? On verra. Donc ça, c'est le premier point d'attention. On va aussi beaucoup écouter ce que vont nous raconter ces hyperscalers, ces grosses tech. Parce qu'aujourd'hui, un des points d'amarrage du marché, c'est ces dépenses d'investissement d'IA, effectivement. Et on commence à avoir une forme de conversation qui est en train d'évoluer. Là, on a des doutes, on a des annonces un petit peu mi-figue, mi-raisin sur le sujet. On se demande ce que fait Meta. On se demande si le supply et l'offre est en train d'augmenter plus vite que peut-être la demande. Est-ce qu'on est déjà en surcapacité ou en saturation ? Ça, on ne sait pas trop, et sûrement que les hyperscalers vont nous le dire. Donc ça, on l'écoutera avec attention. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette saison des résultats, il y a quand même de bonnes raisons d'être investi. Alors après, le risque IA, vous avez raison, il est partout, dans tous les portefeuilles, dans toutes les classes d'actifs. Ouais. On regardait sur le S&P, sur le premier semestre, ça a été 80% de la performance, ça a été les semi-conducteurs et le matériel technologique. Donc évidemment, à un moment, il va falloir trouver des relais. Nous, on aime bien faire ce pari de la diversification du leadership, aller mettre plus de cycles, plus d'industriels, plus d'Europe qui est mieux positionnée, en tout cas plus diversifiée de ce point de vue-là qu'aux États-Unis. C'est sûrement un bon moment pour le faire, de mettre du cycle dans les portefeuilles. Donc effectivement, on en trouve dans les industriels, on en trouve dans les financières. Les banques en Europe, c'est plutôt sympa. Qu'on retraçait aussi pendant la crise d'Ormuz à un moment. Absolument. On est peut-être moins exubérant que sur d'autres segments, d'autres secteurs. Donc tout ça, ça va nous intéresser en termes de portefeuille. Et effectivement, elle est rééquilibrée vers plus de cycles et peut-être moins d'IA, ou en tout cas laisser un petit peu le marché se consolider. Et puis, on revient sur l'IA. Effectivement, à un moment où l'indice SOX aux États-Unis est à 80% de performance et les hyperscalers sont à 0, on pourrait imaginer peut-être un rééquilibrage. Si effectivement, demain, ne serait-ce qu'une légère inflexion ait lieu dans le discours de ces hyperscalers, expliquant que peut-être elles vont commencer enfin à regarder le free cash, ou que peut-être se refocaliser sur la rentabilité. Ça, c'est ce qu'on attend, enfin, c'est ce qui pourrait être une étincelle pour le redémarrage boursier des hyperscalers. Vu l'extension de marché, le positionnement, un tout petit coup de menton suffirait. D'accord. Il ne faudrait pas grand-chose, voire donc, même... ça veut dire une croissance des capex qui pourrait être annoncée en moins forte. Peut-être moins forte, ou en tout cas, ou peut-être à travers des annonces de retour sur investissement encore très spectaculaires. Ça peut être aussi une autre façon pour les hyperscalers de retrouver de la performance. Si un peu comme au Q1, Meta via la publicité en ligne, ou Google via sa barre de recherche, nous expliquait qu'avec l'IA, il continue de voir beaucoup de croissance ici. Ça pourrait être une raison. En tout cas, il n'en faudrait pas beaucoup pour que ce groupe reprenne de la performance. Donc voilà, aussi rééquilibrer le risque tech vers peut-être plus d'hyperscalers. Quoi, les vues de marché que vous avez là chez Natixis à ce stade, et notamment sur cet enjeu de diversification aussi autour de... Je vais pas te dire des choses que ça a beaucoup été dit, mais c'est effectivement, nous, on est assez convaincus que la saison des résultats sera assez bonne. Finalement, les marges bénéficiaires sont plutôt peut-être même en train de réaugmenter avec la rebaisse des prix, etc. On a vu ça en post-2022. Donc, moi, je pense que ça va être une bonne saison de résultats au final, avec des rotations. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. En revanche, c'est vrai que moi, en écoutant ce qu'il se disait, ça me faisait penser aux réflexions quand même qu'on avait à un moment sur le pétrole et le gaz de schiste américain. C'est-à-dire que tout le monde y allait, c'était du capex à mort, machin, etc. Et puis, en fait, tout d'un coup, il faut se dire, OK, mais il faut quand même qu'on trouve de la demande là-dedans, et avec des prix qui, finalement, passer au-dessus, le break-even de commencer à être un petit peu au-dessus. Et là, je fais le lien parce que, en fait, ce qui était très intéressant dans les minutes de la Fed, c'est qu'en fait, la Fed vous dit, pour l'instant, l'IA est inflationniste, quoi. Et donc, c'est pas déflationniste, contrairement au discours de Kevin Warsh pour l'instant. Pour l'instant, le FOMC dans son ensemble pense plutôt que c'est qu'inflationniste que déflationniste. Les prix des composants hardware informatiques ont arrêté de baisser. Ça fait 30 ans que ces prix-là baissent. Aujourd'hui, ils sont en train de remonter. Et moi, je suis assez d'accord que je trouve qu'on est à un petit point de bascule où on commence à questionner un petit peu ces boîtes-là
en se disant, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec mon gaz et mon pétrole de schiste, c'est qu'à un moment, la problématique qui s'est mise à dominer, je ne dis pas qu'on va vers une commoditisation de l'IA, mais quand même, on va y passer. Oui. Et à un moment, la problématique du free cash flow va arriver. Et là, quand on voit, c'est pareil, les émissions de dette d'un Microsoft qui se passe beaucoup moins bien, quand on voit que quand vous faites un petit peu la dérivée seconde des data centers aux US, ça ralentit très fortement, finalement, parce qu'il y a peut-être des sauts technologiques où on aurait peut-être besoin de moins, de capacité de calcul, etc. Des limites physiques bien, aussi, encore une fois, peut-être. Limites physiques, il y a l'électrification, mais aussi peut-être parce que finalement, on a été un peu au-delà de la demande. Et là, je finis avec ce formidable rapport de la BRI. Ils ne sont pas tous, mais celui-là est très intéressant en disant c'est évidemment une révolution technologique. En revanche, il y a sûrement du surinvestissement, comme toute révolution, sur l'électricité, sur l'automobile, sur la téléphonie, sur Internet. Il y a de la surinvestissement et à la fin, ça veut dire que tout le monde sort pas gagnant de ça. Et je trouve qu'on est dans ce moment où on est en train peut-être et je pense que les résultats sont très bons, mais typiquement ce que vous disiez tout à l'heure sur Samsung, en fait, on va vers un moment où je pense qu'on va atterrir un peu sur le fait que c'est des boîtes qui sont plus leveragées qu'avant, où il y a moins de free cash flow. Là, on était tous en train de se dire c'est génial, c'est incroyable, le CAPEX, c'est encore x2 cette année par rapport à l'année dernière. À un moment, c'est OK, mais show me the money, quoi. Ouais. Surcapacité plus risque de garder prix aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe généralement. Alors si, il y en a un qui va en profiter, c'est le consommateur final, c'est l'utilisateur final de l'IA. L'Internet, ça profite à tout le monde, bien sûr. Sauf à ceux qui la faisaient. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore le vrai prix du token, il est peut-être plus élevé que le prix actuel, mais peut-être que demain, il sera beaucoup plus bas. Ce sera pour le coup une commodité. Garder prix dans l'IA, ça peut faire. C'est une phase par laquelle il faudra passer, j'imagine, Stéphane. C'est un peu un des points qui est inquiétant, c'est qu'on a vu certaines entreprises qui ont limité le budget. Parce que ça coûte beaucoup trop cher et donc et que ça génère pas encore une productivité et une rentabilité délirante. Non. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que vous avez différents niveaux d'IA. C'est-à-dire vous avez des très bons modèles anthropiques ou autres, et puis vous avez DeepSeek qui est gratuit. Les uns étant fermés, les autres DeepSeek étant ouverts. Et donc vous avez maintenant des logiciels qui, en fonction de votre demande, vont aller taper le logiciel. Voilà, vous devez programmer quelque chose de très compliqué, vous allez taper le meilleur. Vous cherchez un restaurant pour ce soir, vous n'allez pas payer des tokens, vous allez taper DeepSeek. Pas besoin de voir Claude, oui. Oui, mais du coup, ça veut dire que Claude perd énormément en pricing power, parce que finalement, vous allez taper Claude si et seulement si vous avez une demande extrêmement compliquée et qui mérite d'aller taper Claude. Donc finalement, la part de marché de Claude, ils vont peut-être avoir des marges très élevées, mais sur une part de marché qui se resserre énormément. Donc finalement, quand on dit est-ce qu'on est en surcapacité ou pas, je ne sais pas, si vous faites des tokens gratuits, on est en sous-capacité parce que moi je vais utiliser Claude pour chercher mon restaurant. Donc il n'y aura pas un acteur dominant comme Google l'a été dans la recherche, vous dites. Alors c'est marrant que vous mentionnez ça parce qu'il y a le bouquin de Thiel sur l'innovation Peter Thiel, où il dit il faut absolument avoir une situation de monopole et c'est du winner take all, c'est-à-dire le gagnant prend tout. Et c'est la tech jusqu'à présent. C'est-à-dire vous avez besoin d'une search engine, c'est Google. Vous avez besoin d'un téléphone, c'est Apple. Vous avez besoin de... etc. Chacun a son positionnement et son monopole. Et là, on peut très bien avoir une situation où vous avez plusieurs IA en parallèle qui toutes ont leur capacité. Et donc, vous n'avez pas du tout le même pricing power. Mistral sur B2B, moi, me semble intéressant parce que, en fait, finalement, je trouve qu'il y a des places. Alors, moi, je trouve que l'innovation vient justement avec de la concurrence et de la compétition. Ah ben oui. C'est notre prix Nobel, Philippe. C'est la destruction créatrice. Je pense que justement, c'est la course de petits chevaux entre le monopole peut être très innovant parce qu'il a les moyens, mais souvent, c'est pas quand même gage de grande innovation. Bon, démarrage d'Internet, il y en a eu. Ils étaient plusieurs. Lycos, Altavista, etc., etc. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Jean-François Robin, Natixis, Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Stéphane Déo et Leva Capital.